Soyez bienvenus à International, merci de votre fidélité. Et puis, cette semaine tout particulièrement, eh bien, nous sommes heureux de vous retrouver. Heureux de vous retrouver parce que, vous le savez, au cours de la semaine, nous avons fait l'objet, TV5 Monde, d'une cyberattaque, d'un piratage massif qui a altéré notre capacité à vous informer, à vous alerter, à vous distraire, comme nous le faisons depuis 31 ans. Toutes les équipes en interne se sont mobilisées avec le concours des partenaires internationaux, avec les services de l'État de la France qui procèdent aux investigations, qui sont à nos côtés également. Merci pour tous vos messages de solidarité, de soutien. Et donc, eh bien, nous continuons sur cette antenne avec l'émission internationale dont nos principes ne changent pas. Nous recevons aujourd'hui Bernard Kouchner. Je vais rappeler quelles ont été vos différentes fonctions dans un instant. Émission que nous allons conduire avec Radio France Internationale, Sophie Malibaud est donc sur ce plateau, et avec Le Monde, notre partenaire de référence. Le Monde représenté aujourd'hui par Philippe Ricard. Bernard Kouchner, beaucoup de titres ou de fonctions pour vous présenter. On peut rappeler que vous avez été French doctor, comme on disait, médecin humanitaire. Vous avez fait de la politique avec des gouvernements de gauche. Vous avez été ministre d'ouverture des Affaires étrangères sous Nicolas Sarkozy, député européen. Comme l'actualité internationale est très riche, eh bien, nous avons beaucoup, à nouveau, de questions à vous poser. Peut-être celle-ci, alors qu'on ouvre généralement nos émissions, les journaux, avec un certain nombre de crises. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout simplement la fin de la guerre froide avec cette image où on voit Obama rencontrer Raúl Castro et donc peut-être la fin... Regardez ici, vous aurez tout cela dans un instant. Est-ce que c'est un autre monde qui se préfigure? Un autre monde, certainement. La guerre froide traditionnelle entre l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire le communisme et les pays démocratiques, probablement aussi. Je vous rappelle qu'il reste des pays où les partis communistes sont au pouvoir. Un autre monde, oui, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus imprévisible. Finalement, je ne dis pas qu'on regrettera peut-être la période de la guerre froide, et surtout, beaucoup de gens ne le regretteront pas parce qu'ils souffraient beaucoup. Mais c'était une période de relative stabilité. Maintenant, nous sommes confrontés à des chaos qui ont tendance à se généralisée et nous ne savons plus très bien où nous en sommes. En tout cas, disons, la présence ou l'ingérence des États-Unis dans le jardin arrière du Sud, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, tout ça c'est terminé, c'est fini. Oui, ça faisait longtemps que c'était terminé, il restait Cuba, mais sinon, je vous rappelle qu'il n'y avait que des dictatures en Amérique latine, et il n'y en a plus. Cuba restait le seul îlot. Quand je pense à ce qui s'est passé, c'est-à-dire cet embargo depuis 60 ans, ça n'a servi à rien. Il y a des bêtises qui continuent souvent. On parlera peut-être d'embargo, justement, avec ce qui se passe en Russie. Avant cela, donc, Sophie Malibaud et Philippe Ricard. Question. De même, les relations avec l'Iran sont en plein bouleversement. Est-ce que vous diriez, quand vous observez la situation aussi bien avec Cuba qu'avec l'Iran, mais d'autres pays encore, que la politique des sanctions ne porte pas toujours ses fruits et que quelquefois, elle est même contre-productive? Quel regard est-ce que vous portez sur cet outil de diplomatie, cet outil de guerre, en fait? Je voudrais vous dire deux choses, madame. La première, c'est que avant les sanctions, on peut toujours discuter. Après, il y a juste la guerre. Donc, si on veut faire pression, les sanctions, c'est quand même mieux que la guerre. C'était pas ce qui n'a pas marché avec Cuba. Cuba, tout le monde commerçait avec Cuba. La France, le Canada, le Mexique, etc. C'était un faux embargo. Les Américains s'obstinaient, et c'était un peu ridicule. Ils s'obstinaient sur le fait que Cuba soit inscrit sur la liste des pays qui soutenaient les terroristes. Il le reste d'ailleurs, formellement il le reste. Enfin, je pense qu'ils vont disparaître. Bien sûr. Mais les sanctions marchent. Ils ont marché en Afrique du Sud, ils ont marché en Iran. Elles ont fait des dégâts dans la population en Iran et les régimes s'arrangent toujours des sanctions. Non, je ne crois pas. Elles font des dégâts, surtout sur les plus pauvres. Bien entendu, nous savons ça. C'est très injuste. Mais en même temps, que faire d'autre ? Ça a marché, ça marche en Iran, ça a marché en Afrique du Sud, il y a d'autres endroits où ça a marché. Pas toujours, mais enfin, en gros, c'est quand même une politique. Regardez ce qui se passe avec la Russie. Oui, justement. Bah oui, je pense qu'on ne va pas faire la guerre à la Russie. Je pense que ça n'est même pas envisageable. Et les sanctions finiront par marcher. Alors, question de Philippe Ricard, du Monde. Pour s'attarder un peu sur ce rapprochement entre Cuba et les États-Unis, cette poignée de main entre Obama et Raúl Castro,
Que pensez-vous que ça puisse se déclencher comme évolution à Cuba? On sent bien que Barack Obama mise sur ce rapprochement pour aboutir à terme à un changement peut-être à Cuba. C'est le pari que vous feriez aussi ou pas? Ça dépend du temps que vous m'accordez. Un jour, ça changera. Mais enfin, Raúl Castro n'a pas beaucoup changé par rapport à Fidel. Et Fidel reste là, surveillant son frère, avec le sourcil froncé, qu'il a toujours en permanence froncé. Raoul est quand même l'homme du rapprochement, quelque part, non, aussi? Oui, il est l'homme du rapprochement. Ça a mis des années, vous avez vu. Il y a eu des tas de tentatives, certainement avec l'Église, avec le pape, avec Sant'Egidio, etc. La vie quotidienne des Cubains ne changera pas immédiatement. Et ça, c'est triste. La façon dont ils se sont conduits, les prisonniers politiques qu'il fallait aller voir à chaque fois, les dissidents qu'il fallait aller voir à chaque fois qu'on visitait, ne disparaîtront pas immédiatement. Mais c'est quand même contenu dans le plan des États-Unis. Il y a des contreparties. Espérons, je ne sais pas avec quelle vitesse, comment dirais-je, l'ouverture se fera. Alors, dans ce monde qui change d'une certaine façon, il y a, je n'ose pas encore parler d'accord de paix, mais il y a en tout cas un rapprochement entre l'Iran et un certain nombre de puissances internationales, dont les États-Unis, à propos du nucléaire. Donc, progrès de ce côté, forte inquiétude de la part d'Israël. Israël a raison de s'inquiéter de cet accord? Israël a toujours raison de s'inquiéter. Israël est toujours menacé par son environnement. Mais en l'occurrence, ce qui se passe entre les États-Unis et les 5+1, c'est-à-dire les 5 membres du Conseil de sécurité plus l'Allemagne, me paraît très difficile à critiquer. Avoir un accord pour pas qu'il y ait de guerre atomique, qui refuserait ça? Je ne sais pas si ça se fera. Vous avez vu les réactions, non pas de M. Rouhani, qui lui est un homme plus ouvert et qui a voulu cette tentative de retour vers un monde... On n'est plus sur Ahmadinejad, monsieur. Oui, on n'est plus... C'est vrai. Et il a autorisé cette évolution. Mais le guide, Khamenei, vient de dire qu'il n'était pas d'accord. Et donc, théoriquement, en fin juin, nous aurions un accord. Il faut l'encourager, mais c'est très compliqué, comme on dit de nos jours. Dès qu'il y a quelque chose, on dit que c'est compliqué. Mais c'est que le monde est devenu compliqué. Ouais. Parce que pendant que les États-Unis se rapprochent, ou en tout cas veulent s'entendre avec l'Iran, l'Iran aide les ennemis des États-Unis, par exemple au Yémen, n'est-ce pas, et contre l'Arabie Saoudite, qui est aussi un ami des États-Unis. On reviendra là-dessus, mais c'est un chaos total. Non seulement les frontières de la colonisation s'effacent, peut-être le devaient-elles, et moi ça ne me fait pas pleurer, mais on ne les remplace pas par autre chose qu'une série d'affrontements ou de meurtres communautaires qui vont dégénérer et dans lesquels nous sommes aussi visés. Et je voudrais qu'on parle des chrétiens et des yazidis, que nous n'aidons pas assez. À un moment donné, il y a eu un triomphe de l'humanitaire, et là, il n'y a pas d'humanitaire du tout. Et s'il y a eu... Moi, j'ai toujours pensé que l'humanitaire, c'était une partie de la politique. Mais là, la politique a bouffé l'humanitaire. Où sont les aides suffisantes pour les chrétiens? Et pas seulement les chrétiens, bien entendu. Les chrétiens, parce qu'il y a plus de 200 000 victimes en Syrie. Vous avez raison. Est-ce que vous estimez que l'évolution du dialogue... On parlait de l'Iran, vous saluez cette avancée, on parle à présent de la situation en Syrie. Justement, la question, c'est de savoir si cette évolution du dialogue avec l'Iran peut changer, doit changer quelque chose en Syrie. Et par exemple, est-ce qu'il faut accepter de dialoguer avec Bachar el-Assad, qui est soutenu par les Iraniens? Madame, vous allez trop vite, parce que les gens ne comprennent plus rien. Vous comprenez, il y a chiites contre sunnites. C'est une guerre religieuse, pas seulement religieuse, vous diront les spécialistes. Oui, politique. Enfin, en tout cas, ils s'assassinent l'un. Et ça fait 1400 ans que ça dure. 1400 ans, sur les mêmes prétextes de succession. Hein. Bon, cette guerre, elle voit l'Iran soutenir Bachar. C'est-à-dire soutenir une dissidence des chiites, mais quand même, en gros, c'est l'arc chiite. Cet arc chiite, avec en plus à l'intérieur le Hamas et le Hezbollah, qui sont différents, semble avoir été choisi par M. Obama. Tout avait échoué avec les sunnites, en tout cas en Irak, en tout cas en Syrie, et maintenant, le voilà qui s'allie avec les chiites. Est-ce que ça va durer? Oui. Est-ce que ça va faire beaucoup de morts? Oui. Est-ce que nous devons pour autant... Et nous sommes encore une fois menacés. Dans tous ces conflits, nous sommes, nous les Français, menacés. Mais est-ce qu'il faut pour autant parler avec M. Bachar?
Je ne le crois pas. Donc cet homme est responsable. Le gouvernement français, pour l'instant, a raison de faire la distinction aussi, d'accepter d'intervenir dans la coalition en Irak et pas en Syrie? S'il l'expliquait mieux, ce serait plus compréhensible. Mais je pense qu'en effet, il faut certainement remplacer, peut-être par des alaouites, c'est la religion, un peu de dissidence chiite, de M. Bachar el-Assad, le Syrien. On peut penser que parler autour et préparer un gouvernement de transition... Parler autour, ça veut dire jusqu'à quel niveau? Dans l'entourage de Bachar? Oui, mais ça on le fait, vous savez, oui. Dans l'entourage de Bachar, par l'intermédiaire de l'ONU et de notre ami Staffan de Mistura, qui est le délégué, oui, ça nous pouvons. Mais par contre, Bachar n'est pas un interlocuteur. Bachar el-Assad n'est pas un interlocuteur. Bachar, qui a tué 250 000 personnes, une à une, femmes, enfants, vieillards, de son propre peuple, n'est pas digne de continuer à être président. Mais s'il ne part pas, comme c'est le cas depuis des années... S'il ne part pas... De toute façon, il y a un grand critère. Ouais. Il ne se bat pas contre l'émirat islamique, il ne se bat pas contre le Daesh, il ne se bat pas sur l'obscénité meurtrière du Daesh. Ils attendent pour dire... Alors lui, il en prend argument en disant « Regardez, ce sont tous des extrémistes. Regardez, je suis le rempart. » C'est pas vrai, il n'est pas le rempart. En ce moment, le Daesh a pris Yarmouk. Yarmouk, c'est à 7 km du centre de Damas. Est-ce qu'ils se sont battus? Non. Non, je ne pense pas qu'on puisse récompenser un homme qui a... et le laisser au pouvoir lorsqu'il a tué 250 000 personnes. Et puis d'ailleurs, ça ne marchera pas, parce que les Iraniens ne voudront pas. Or, les Iraniens tiennent tout. Tiennent tout, enfin, je veux dire, en Syrie. Depuis le début, la diplomatie française appuie une opposition syrienne, l'armée syrienne libre, qui n'est pas Daesh, donc qui est prise en étau entre le groupe de l'État islamique et Bachar el-Assad. Elle a une existence, cette opposition, aujourd'hui? Elle a une existence pour nous faire plaisir, mais elle n'en a pas assez pour agir et peser sur place. Parce qu'elle n'a pas été assez soutenue? Parce qu'elle n'a pas été assez soutenue? Théoriquement, elle a été soutenue dès le départ. On a dit nous soutenons les démocrates. N'oubliez pas que tout ça s'est enraciné dans les divers printemps arabes. Et que le printemps arabe contre M. Bachar el-Assad, ce fut un certain nombre de Syriens démocrates, des gens qui étaient en faveur des droits de l'homme, de l'évolution, et d'ailleurs dans son pays, l'évolution pour les femmes, par exemple, ne marchait pas mal. Et puis, nous avons dit, nous les soutiendrons. Nous ne les avons pas soutenus assez, peut-être, mais ils n'ont pas beaucoup existé eux-mêmes, même s'ils continuent d'exister. Mais il y a des gens qu'on aurait pu soutenir. Et ceux-là, on ne les soutient pas assez, bien que la France fasse un effort. Ce sont les Kurdes. Les Kurdes de Syrie, comme les Kurdes d'Irak, sont les seuls adversaires réels et triomphants, ils ont quelques succès, de l'État islamique et de ces porcs qui assassinent tout le monde. Mais là encore, c'est assez compliqué avec la Turquie, étant donné que... C'est peut-être compliqué pour la Turquie, mais ça ne devrait pas l'être pour nous. Et encore qu'à la Turquie s'était arrangée avec les Kurdes d'Irak. Vous avez vu la disparition de la Turquie, mais vous savez, on parle de tout à la fois, les gens ne s'y retrouvent pas. Les Kurdes sont des gens qui ont vraiment les mêmes valeurs que nous, même si c'est plus vocalisé... que pratique, mais c'est vrai. L'égalité des hommes et des femmes, la démocratie, la séparation entre la religion et l'État. Enfin, tout ça, c'est pas mal. Et des élections. Donc, on doit, c'est eux qui gagnent. Et les femmes de Kobané, Kobané, c'est cette ville qui a été encerclée, les femmes de Kobané ont vaincu les assassins de femmes qu'était le Daesh. Formidable. Vous voulez dire que, par exemple, pour aider davantage les Kurdes qui combattent en Syrie, est-ce qu'il faudrait que les Français interviennent dans la coalition aérienne aussi en Syrie? C'est ce que vous suggérez ou pas? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont nos leviers en fait? Enfin, écoutez, il y a le front humanitaire, on ne fait pas assez, mais il y a aussi le front militaire. Oui, mais davantage à faire. Écoutez, ça m'aurait pas fait de peine s'ils étaient intervenus, comme l'ont fait les Américains, alentour de Kobané, contre le Daesh, contre l'État islamique, pour défendre cet îlot de résistance merveilleux que tenaient les femmes. Parce que le commandant en chef était une femme qui s'appelait Narine Print. Bon, ça ne m'aurait pas gêné, j'aurais compris très très bien. Kobané était libéré. Oui, pas par les Français, sauf qu'ils ont aidé aussi, mais pas par l'aviation. Et je suis très heureux que les Français les aient aidés. Oui, je pense qu'on peut faire ça maintenant. C'est différent de donner quelques chances et de libérer, en gros, des civils, parce que vous savez, les 250 000 dont nous parlons, ce sont des musulmans. Le Daesh tue des musulmans, en général. Il tue aussi ailleurs, mais il tue des musulmans. Pardon. Oui, le portable, ça arrive parfois. Oui, je sais, c'est pas bien. Bon, je regrette. Poursuivez. Voilà, donc ça ne m'aurait pas gêné. Mais de là à parler avec M. Bachar el-Assad, non.
Voilà, vous pouvez me parler. Mais je sais ce que nous faisons. Je rassure, le ministre n'est pas en train de répondre à un SMS qu'il vient de recevoir. Il est pleinement concentré sur cette émission. Il y a un instant, c'était au début de cette émission, vous nous disiez que l'humanitaire, il y a une vingtaine, une trentaine d'années, était extrêmement visible. Aujourd'hui, les humanitaires semblent au fond un peu le maillon faible de ces conflits. Ils sont même obligés parfois de partir, eux-mêmes visés, comme on l'a vu sur certains théâtres d'opération. Le monde a changé de ce point de vue-là. Tout à fait. Les humanitaires ne sont plus là. Non, ils sont là, mais ils sont plus professionnels, mais ils ne peuvent pas se déployer partout parce que, vous avez raison, ils sont devenus une cible. C'est pour ça que moi je disais, mais j'ai dit ça il y a très 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 longtemps, qu'on ne pouvait pas séparer complètement l'humanitaire du politique parce que ça se rejoindrait un jour. Donc ce que je dis maintenant, c'est que l'humanitaire, qui aurait été tellement utile dans le conflit dont nous parlons, et en particulier pour les réfugiés de l'Irak, de la Syrie, du Liban, enfin maintenant le Liban, vous savez, c'est 4 millions, il y a 1,5 million, sinon 2 millions de réfugiés dans un pays de 4 millions. On n'en fait pas assez. Les chrétiens ne sont pas assez aidés. C'est quand même pas trop dur, on leur demande pas. Personne ne demande de faire la guerre sur le sol. Les Kurdes demandaient des armes, mais ils ne demandaient pas l'armée française sur le sol. Donc je pense que malheureusement, dans ce couple très complexe de l'humanitaire et du politique, le politique l'a emporté sur l'humanitaire. Et avant, on faisait des appels et la générosité existait beaucoup plus que maintenant et on trouvait de l'argent. Là, il a fallu arrêter de donner à manger dans les camps qui recueillaient des Syriens et des Irakiens, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus rien à manger parce qu'il n'y avait pas d'argent pour le HCR, au commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Vous pensez qu'il y a une lassitude humanitaire oui, qui fait que... Ça s'appelle compassion fatigue. Oui, il y a une lassitude. Comment est-ce qu'on combat ce problème ? Par une Europe plus triomphante, par le fait qu'on comprenne un peu que le monde a complètement changé, que c'est plus comme avant du tout. On ne sait pas quelle sera cette configuration exacte, mais en tout cas, nous ne pouvons plus prétendre avoir de l'influence comme on en avait avant. Il faut repenser toutes nos alliances, et je reconnais que ce n'est pas facile. Vous nous disiez au début de cette émission qu'au fond, bien sûr c'était une formule, la fin de la guerre froide nous fera peut-être regretter un monde plus lisible bloc à bloc. Cette indifférence, notamment autour du travail des humanitaires, est-ce qu'elle n'est pas liée au fait que, vous le disiez vous-même, on n'y comprend plus rien ? Oui. Le monde n'est plus lisible. Non. Avant, il était simple, parce que nous pensions en être le centre. Ouais. Nous pensions que nous avions tout inventé. C'est vrai, nous avons inventé beaucoup de choses. Mais maintenant, nous sommes rattrapés complètement. Et pas seulement économiquement, pas seulement parce que les voitures sont produites moins chères ou parce qu'on produit beaucoup mieux en Chine. Non, nous ne sommes plus capables de régler les problèmes comme nous le faisions. Tout à l'heure, vous avez dit, et très justement, les frontières disparaissent. Il s'agissait de frontières coloniales. Vous savez, entre la Syrie et l'Irak, par exemple, ce sont les Anglais et les Français, et en plus cette carte figure au Quai d'Orsay, qui ont fait la ligne avec une règle bleue et rouge. Bon, ça a divisé les familles et ce qu'on appelait les tribus. Bon, et bien ça, il n'y aura plus ni Irak, ni Syrie, ni Libye, ni Yémen comme nous avions su l'imposer. Ça ne se fera plus. Alors ce qu'il y aura après, c'est-à-dire une espèce de méli-mélo entre les chiites, les sunnites, les influences diverses, se traduit pour le moment par deux pays qui s'affrontent, deux gros pays, l'Arabie saoudite, sunnite et producteur de pétrole, et puis l'Iran, chiite et producteur de pétrole. Vous voyez, Philippe Ricard. Vous avez précisé tout à l'heure que les États-Unis, justement, alliés de l'Arabie saoudite, ont des tentations vis-à-vis de l'Iran. L'accord en négociation toujours sur le nucléaire iranien est peut-être un élément important pour montrer cette évolution. En tant qu'Européens, qui va-t-on choisir ? On est naturellement aussi dépendant de l'Arabie saoudite pour l'approvisionnement pétrolier. On peut faire confiance à l'Iran ? On peut imaginer que ce soit la superpuissance régionale là-bas ? Je ne voudrais pas, monsieur, avoir à choisir entre un ayatollah qui laisse vitrioler les faces des femmes et le Daesh. C'est un choix difficile. Et puis, si c'est seulement l'horreur, après tout, on pourrait préférer. Il n'y a pire horreur que le Daesh actuellement, n'est-ce pas ? Tout ce qui ne lui ressemble pas est assassiné, égorgé, Bernard etc. Kouchner, je suis obligé de vous interrompre parce que nous allons faire un point d'actualité sur cette antenne et vous laisser poursuivre dans exactement 2 minutes. Point d'actualité sur RFI et TV5.
Retour à International sur les antennes de TV5 Monde, de Radio France Internationale, en liaison avec le quotidien français Le Monde. Philippe Ricard, qui précisément avant cette pause, vous interrogeait sur la confiance que l'on peut accorder à l'Iran. Doit-on parler avec l'Iran alors pour essayer de stabiliser le Proche-Orient? Nous parlons. Oui. Nous parlons, puisque nous faisons partie des 5 du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne, qui parle depuis très longtemps. J'ai parlé très longtemps, ça fait des années que nous parlons avec l'Iran. Les progrès étaient insuffisants pour que l'on en tire une conclusion. De quoi s'agit-il? De leur interdire, comme évidemment les accords internationaux le précisent, de fabriquer une bombe atomique. Bon. Jusque-là, ils enrichissaient l'uranium, ils préparaient des fusées, etc. Apparemment, et c'est depuis 15 jours, nous avons un début d'accord, disons un accord pour signer un jour, un autre accord définitif, qui réduirait le nombre des centrifugeuses qui fabriquent de l'uranium enrichi, et puis qui permettrait de surveiller l'évolution. Non pas un accord bidon qui ferait que très vite, s'il le voulait... Un accord robuste, comme on dit. Robuste, en tout cas, il n'est pas signé, puisque le guide, Khamenei, a dit, le guide, c'est celui qui dirige tout, en réalité, ce n'est pas le président Rouhani, a dit que l'accord ne lui convenait pas pour le moment. J'espère que c'était une fanfaronnade, mais je n'en suis pas sûr. Et à ce stade, il vous semble assez robuste, cet accord, effectivement, ou pas? Écoutez, je crois que s'il est signé comme ça, si on passe de 30 000 centrifugeuses à 5 000, si on surveille les 3 sites, parce qu'il y en a maintenant 3, et si on permet les visites surprises de l'Agence internationale contre l'énergie atomique, oui, je pense que ce sera pas mal et tout le monde en profiterait. Alors les Israéliens, au début, vous me disiez, ne sont pas d'accord parce qu'eux, ils pensent qu'ils n'arrêteront pas le processus d'enrichissement et qu'ils se fabriqueront la bombe. Je les comprends, mais je crois que si cet accord aussi précis est signé, il y aura vraiment de quoi... Et il n'y a pas de risque de conflit ensuite? Il n'y a pas de risque de guerre? Il y a toujours des risques de guerre, mais pas de guerre atomique. Okay. Est-ce que vous pensez que la levée des sanctions devrait être graduelle ou bien elle devrait se faire à la signature de l'accord, comme le réclame le guide suprême Khamenei? Oui, je sais que c'est encore un point d'achoppement. Les Américains répondent, et les 5... Et les Français ont eu d'ailleurs une position plutôt robuste là aussi. Les 5 réclament que ce soit graduel, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des progrès chez les Iraniens, nous lèverons des sanctions. Mais vous avez vu comment cet accord a été accueilli dans les rues de Téhéran. Pour les Iraniens, oui, pour les Iraniens qui souffrent de cet embargo, c'est une grosse pression sur les autorités, et c'est pas mal. Et pendant ce temps-là, les gardiens de la révolution iraniens prennent Tikrit en Irak. Enfin, tout ça est quand même extrêmement chaotique et nous n'en avons pas fini. Nous sommes en guerre. C'est-à-dire que les autres considèrent que nous sommes en guerre, les méchants, le Daesh, l'État islamique. Nous ne le sentons pas sur notre territoire. Mais petit à petit, regardez ce qui s'est passé à TV5. Même si nous ne savons pas qui, évidemment, est derrière cette attaque. Oui, elle a été revendiquée, mais nous ne savons pas. Sûrement pas les pieds nickelés. Hein. Non, ça doute. Bon. Donc ça doit être quelque chose qui ressemble à du cyber. Mais tout le monde a subi, beaucoup de gens ont subi ces attaques. Le Monde également, d'autres grands titres. Donc nous sommes dans une situation de conflit. Nous ne nous en rendons pas compte parce que cette guerre est tellement dissymétrique. C'est-à-dire d'un côté, il y a des assassinats. Il y en a eu en France, chez les Juifs du Super Cacher, chez Charlie Hebdo, et d'autres. Il y en avait eu d'autres, Mohamed Merah, etc. Il y en a eu au Danemark, et à chaque fois, on croit que ça va se passer. Non, ça ne se passera pas. On parlait de l'Iran et de la Syrie tout à l'heure, de la connexion. Il y a aussi donc l'Iran et l'Irak. Est-ce que vous pensez qu'avec le nouveau chef de l'État, il y a un moyen d'obtenir une réconciliation? Est-ce que les tribus sunnites, dans certaines zones qui sont sous la coupe de Daesh, peuvent en sortir à partir du moment où on laisse opérer les milices chiites? Moi, j'ai beaucoup parcouru ce pays à maintes reprises, et encore il y a quelques semaines. Et en dehors du cheikh Shammar, enfin de la tribu Shammar, je n'ai vu personne combattre le Daesh. Ces tribus sunnites dont on dit qu'elles ont été utilisées par les Américains pour se battre contre les chiites, au moment de l'occupation américaine, il faut les payer. Et il n'y a pas beaucoup d'argent pour les payer. Je vois ça... Je ne vois pas un Irak ressurgir. Même avec un nouveau président à Bagdad, un chiite, M. Abadi,
je ne vois pas que les Kurdes renoncent à l'indépendance. Il y aura une indépendance du Kurdistan, d'Irak en particulier, et peut-être un jour de Syrie, je n'en sais rien. Tout ça était plus ou moins accepté par les Turcs que l'on n'entend plus, mais ce serait une autonomie, il n'y aurait pas de véritable antagonisme. Je pense que l'Irak, dans ses frontières coloniales, est morte, et je pense que la Syrie, dans ses frontières coloniales, n'ira pas bien non plus. Alors, est-ce qu'après, on peut espérer, et selon quel ordre, une recomposition? Oui, mais pour ça, il faut vaincre le Daesh, l'ennemi commun de l'humanité. Et vous croyez dans ce concept de la guerre contre le terrorisme, qui était le concept favori de George Bush? Ah oui, mais ça, il s'est pris de telle façon qu'on ne peut plus le faire. Non, le concept de la guerre, c'était, en Irak en particulier, une grosse erreur. La preuve, ça a été pire. Ceci dit, ça a été pire aussi pour la Libye. Hein. Exactement, c'est ce que je voulais. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on fait les choses. On va pas taper avec un avion et puis on s'en va. Ça, moi, ça fait 30 ans que je le dis, moi qui, je crois, avoir un peu inventé le droit d'ingérence. À l'appel d'un groupe de victimes, on va tenter de les sauver du massacre. Mais il faut préparer l'ensemble. Il faut d'abord parler des droits de l'homme en permanence, et puis il ne faut pas s'en aller tout de suite sans avoir préparé le pourtour, les voisins, etc. Non, je pense que l'Irak, de ce point de vue, et les Américains ont bien vu que cette armée est formée de 250 000 hommes irakiens formés par les Américains. Ça ne marche pas suffisamment, tout seul, ils ne peuvent rien. Mais enfin, il y a des petits bons points comme Tikrit, où la ville a été reprise avec les forces, mais avec les Américains aussi. C'est-à-dire qu'à la fin, les chiites ont appelé, c'est-à-dire le gouvernement de Bagdad a appelé les Américains pour bombarder. Franchement, en dehors de faire des cours accélérés, comprendre les choses là-bas, c'est vraiment très difficile. Philippe Ricard, Le Monde. Par rapport à cette guerre engagée, et notamment dans laquelle la France est en première ligne, que pensez-vous de la loi sur le renseignement qui doit être votée très prochainement, enfin je crois demain même, par le Parlement en France? Est-ce que pour vous c'est un outil adapté? On dit peut-être pour nos téléspectateurs et auditeurs, il s'agit en effet pour les services secrets, services de renseignement, d'avoir plus de moyens, notamment techniques, pour pouvoir nous écouter davantage. Donc c'est cette question qui se pose, est-ce que c'est au détriment des libertés? Est-ce qu'il faut le faire compte tenu de ce qui se passe? Est-ce que ça va pas trop loin? Écoutez, moi je déteste les lois qui restreignent nos libertés individuelles. Mais je sais que vous, madame, vous, monsieur, moi-même, nous sommes écoutés en permanence. Déjà, sans la loi. Hein, et les Français ont des machines pour ça. Est-ce qu'il faut s'y résoudre ou est-ce qu'il faut mettre des garde-fous? Des garde-fous, vous avez tout à fait raison, il en faut. Il y en a 2 de prévus dans la loi. Je pense que ça n'est pas suffisant. Je pense que pour cette loi, nous n'éviterons pas qu'elle soit votée. Il n'y a pas à l'éviter d'ailleurs. Ou alors on ne se bat pas contre le terrorisme. Il ne faut pas exagérer. Donc c'est une nécessité. Apparaître des anges. Mais il faut qu'on puisse avoir, avec des juges bien entendu, des visites surprises et des bilans surprises, comme on le ferait pour la création de l'atome militaire en Iran. Mais sinon, oui, je crois qu'il faut voter cette loi. Bien entendu, il la faut. Parce qu'en réalité, les gens seront prévenus, et en particulier l'appareil judiciaire, dès qu'on déclenchera quelque chose contre des individus. Ça n'empêchera pas d'en déclencher sans le dire, bien entendu. Il ne faut pas être naïf. Manifestement, il y a quand même quelques outils de surveillance ou de collecte d'informations ou d'échanges qui ne sont pas franchement mentionnés dans la loi. Est-ce qu'on ne pourrait pas préciser davantage les garde-fous, peut-être introduire un rôle plus important pour le Parlement, pour la CNIL, etc. Il n'y a pas des lacunes quand même? Il y a des lacunes, mais moi j'ai vu trop de morts, trop de massacres dans la vie pour ne pas penser que les méchants doivent être punis, absolument. Et ça, c'est une façon de se défendre mieux. Nous ne nous défendons pas. Nous ne nous défendons pas assez. Encore une fois, ça n'a rien de dire c'est la guerre. Ah oui, c'est la guerre. Mais on l'a fait comment? Est-ce qu'on va sacrifier des générations? Est-ce qu'on va avoir devant soi un ennemi? Non, ça va être une guerre comme il n'y en a jamais. Enfin, il n'y en a jamais eu jusque-là. C'est une guerre permanente qui va nous être... Est-ce qu'il n'y a pas un effet panique, un effet précipitation à faire voter une loi à laquelle il manque des garde-fous? C'est ce que vous admettez vous-même. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas les inscrire dans la loi pour se prémunir? Une loi, ça s'inscrit dans la loi, madame. Nous sommes venus... On en a besoin. Les attentats à Paris, cette immense réaction des Français, ces 3 millions, 4 millions, je ne sais pas combien de personnes dans la rue, je trouve ça formidable. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas eux qui vont prévenir. Donc il faut qu'on ait les instruments. Je suis
1000 fois d'accord avec vous. D'abord, il y a 2 systèmes de contrôle dans cette loi. Si vous voulez en ajouter un 3e, s'il y a des amendements qui peuvent le faire, je suis tout à fait d'accord, mais je pense que la loi est nécessaire. Elle est nécessaire, sinon nous sommes complètement bras ballants devant des gens qui, eux, ne respectent aucune loi et qui veulent nous assassiner. Alors, il y a une commémoration qui pourrait se faire actuellement. On a effectivement célébré la découverte des camps il y a 70 ans. Et vous dites sur le Rwanda, c'était il y a 21 ans, on rappelle 800 000 morts en peu de temps. Sophie Medebo, vous le rappeliez, oui. Là, pas de commémoration. Vous avez signé une lettre ouverte. Vous déplorez qu'il n'y ait pas eu de présence française. Il y a des commémorations à Kigali, mais qu'il n'y ait pas eu de présence française. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans les relations entre la France et le Rwanda, et qu'est-ce qui se passe au niveau de la mémoire de ce génocide? Bien des choses vilaines et bien des dérobades et bien des lâchetés. Est-ce que vous pouvez expliciter? Écoutez, il faudrait du temps, alors je vais être trop rapide, pardonnez-moi, et un peu brutal. Je n'ai jamais, et nous n'avons jamais dit, que l'armée française avait participé au génocide. Jamais, jamais, jamais. Ils ont préparé les gens qui ont fait le génocide, et en particulier l'armée Hutu, l'armée du Rwanda. Oui. Et puis il y a eu des livraisons d'armes, et puis il y a eu des combines. C'était nos amis politiques. L'erreur est politique, elle a été faite par des politiques, pas par des militaires. Le chef de l'État rwandais va plus loin. Oui, mais je pense qu'il a tort. L'an dernier, au 20e anniversaire, vous y étiez. Vous étiez présent, et à ce moment-là, c'est pour ça. Je suis très honoré d'avoir pu représenter mon pays. Ce jour-là, il n'y avait pas beaucoup de Français, en effet. Mais moi, j'y étais, madame, pendant la guerre, pendant le génocide. J'y étais, je l'ai vu. J'ai vu les ruisseaux d'enfants, j'ai vu tout ça. Et je ne comprends pas qu'on ne puisse pas. Les Belges l'ont fait, les Américains l'ont fait. Il faut reconsidérer, et d'ailleurs le juge Trévidic, après les erreurs du juge, son prédécesseur, on ne va pas retrouver ici le nom. Bruguière, voilà. Merci madame. Il a dit tout ça. Vraiment, l'enquête est faite. Je pense qu'il faut reconsidérer, et la façon dont l'État français, enfin, par l'intermédiaire de Jean-Pierre Jouyet, a déclassifié les papiers de l'Élysée, pas encore les archives, pas encore les archives du ministère de la Guerre et pas de la Défense, et pas encore les archives des Affaires étrangères. Pardon ? Des Affaires étrangères. Des Affaires étrangères, et pourtant j'ai été ministre des Affaires étrangères, et je vous assure, il ne reste rien. Hein. Bon, c'est un bon geste. Vous ne mettez pas suffisant. Vous ne mettez pas en cause la France. Si, j'ai pas dit, mais en cause la France. Je mets en cause une politique faite par quelques Français. Et cela, il faut le reconnaître. Vous accusez de hauts responsables. Qui ? De hauts responsables dans l'appareil de l'État français. Je pense qu'ils se sont trompés. Il y a eu des erreurs politiques de fait pour des raisons successivement. Pour la place que nous occupions dans la région, le fait qu'en face de nous, il y avait des Belges, et puis il y avait des Anglais, puis il y avait des Américains, et puis il y avait des services, etc. Oui, mais tout ça, on pourrait le dire très simplement et reconnaître les choses. Pourquoi la France ne reconnaît rien ? J'ai vendu l'opération, moi-même, l'opération turquoise à Kagame. Je ne suis pas suspect. Je pensais que l'opération turquoise était tout à fait nécessaire, et je félicitais la France de la faire. Mais ça ne s'est pas exactement passé comme on le voulait. Qui mettez-vous en cause ? Nommément, qui mettez-vous en cause ? Vous dites... Les responsables, enfin, à l'époque, en 1994, mais maintenant, je pense qu'on devrait reconnaître ça, se réconcilier avec le Rwanda et discuter... Les responsables politiques à l'Élysée, vos prédécesseurs qui ? Mais n'attendez pas de moi des dénonciations, c'est pas le genre. Faisons une commission historique. Je l'avais fait en mon temps, ça a commencé à marcher, après on l'a interrompu. Une commission avec des historiens, pas des politiques, et puis on pourrait voir un peu de quoi il s'agit. Et c'est évident qu'il s'est passé des choses désagréables. Plus que désagréables, 800 000 morts. Vous saluez l'ouverture des archives rwandaises de l'Élysée, mais pour vous, ça ne sera pas suffisant. Malheureusement, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. C'est pas la même chose à la Défense, en fait. Où sont les informations, des choses à cacher, pour vous ? François Léotard, qui était le ministre de la Défense de l'époque, et qui est un ami, a accepté de dialoguer avec nous, et lui était d'accord pour qu'on ouvre les archives. Ça se fera, mais pourquoi perd-on autant de temps ? Il y a des choses à y découvrir. Il y a des choses à y découvrir. Probablement, oui. La conception de l'opération turquoise, à l'origine, c'était une conception d'une opération militaire contre le RPR, c'est-à-dire Kagame. On oublie, personne ne sait que Kagame et les Tutsis, car c'est un génocide des Tutsis. Il n'y a pas eu un deuxième génocide, comme certains faussaires le prétendent. Mais
à un moment donné, les Tutsis qui étaient chassés, qui étaient la minorité au Rwanda, chassés de leur pays, ils sont revenus. Alors voilà, ça a tout et on a confondu ça avec des envahisseurs venus des pays étrangers. Il y a tout ça à mettre en ligne, à discuter, sans passion, et nous avions commencé de le faire. C'est pas les Belges l'ont fait, ils s'en sont très bien sentis, et ils ont de bonnes relations maintenant. Et le Belge, c'était une colonie belge, je vous signale. Et vous trouvez que la justice française aussi, pour l'instant, le juge Trévidic est parfait, mais il a été changé, il n'est plus le juge des affaires. Mais la France continue de protéger des criminels de guerre. La France continue de protéger les criminels. Il y a même des gens qui les suivent et qui font des films. Il y a un film à la télévision, je ne sais plus sur quelle chaîne qui va passer, un film documentaire sur un prêtre en France qui continue d'être protégé par le diocèse, de recevoir de l'argent pour son église, etc., et qui est un génocidaire. Mais il y en a plusieurs en France. On les a accueillis parce qu'il y a eu une grosse erreur historique politique. Encore une fois, c'est pas l'armée qui est en cause. Et de quelle nature? C'était dans la conception du pouvoir à l'époque. On avait François Mitterrand à la présidence. Il y a eu Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères. Oui, mais Juppé n'est pour rien dans cette affaire. À chaque fois, il pense que je l'insulte. Mais non. Je pense qu'il y avait une erreur profonde qui se situait plutôt à l'Élysée. On a convaincu le président François Mitterrand que nous étions les amis des Hutus. Les Hutus devaient être, il y avait un accord militaire formé par l'armée française, pourquoi pas, mais on n'a pas vu ce qui s'était passé en amont, que depuis des années, il y avait des fosses communes dans lesquelles les Tutsis, qui avaient été par des Hutus, parce que c'est toujours comme ça, malheureusement, reposaient, et qu'un certain nombre de gens avaient été chassés par dizaines de milliers, et que cela revenait sans autre intention que de regagner leur pays. Alors évidemment, c'était la guerre. Et tout ça, c'est compliqué parce que nous étions la France, la Belgique à côté, ça comptait pas. Est-ce qu'on visait le Burundi ou le Congo-Kinshasa? Peut-être. En tout cas, nous étions, parce qu'il parlait anglais, parce que monsieur parlait anglais, nous étions décidés à en faire des ennemis. C'est à la fois triste et caricatural. Il y a toute cette affaire, cet imbroglio qui naît des choix politiques erronés. Est-ce que tant que nous ne savions pas que les Hutus opprimaient les Tutsis? Est-ce que cela peut porter ombrage aujourd'hui encore à la politique étrangère de la France en Afrique? La France qui est tout de même très avancée sur plusieurs terrains dans plusieurs pays d'Afrique. Écoutez, moi je connais pas mal l'Afrique. Je n'ai jamais vu personne dans les pays africains environnants ou plus loin, défendre la position de la France. Ils sont tous gênés, les responsables africains, qu'on continue d'avoir cette espèce de cécité qui repose sur, je crois, une série de quiproquos et en plus d'erreurs politiques, mais personne à l'origine ne voulait assister à un génocide, surtout pas les Français, bien sûr, je le sais. Mais pourquoi ne pas reconnaître ces erreurs? Ça grandit de reconnaître ces erreurs. Vous pensez que François Hollande pourrait être plus transparent encore? C'est-à-dire, il est un peu gêné par sa filiation, on va dire, avec François Mitterrand. Il y a quelque chose de cet ordre un petit peu? J'en ai beaucoup parlé avec François Mitterrand. Il niait. Il disait, mais je n'avais pas de rapport personnel très fort avec Habyarimana. Habyarimana est le président rwandais dont l'avion a été abattu. Mais tout ça a été exploré. Il faut reprendre les faits avec le juge Trévidic. Et la politique étrangère de la France en Afrique aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la politique étrangère de la France aujourd'hui, les interventions françaises en Afrique aujourd'hui, comment est-ce que vous les qualifiez? C'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil, bien sûr. Mais les interventions, j'en suis très partisan. Je pense qu'elles ne sont pas nécessaires. Je pense que nous sommes très seuls, qu'une fois de plus, l'Europe a son rôle historique. Nous ne pouvons pas compter sur l'Europe. D'ailleurs, face à Poutine, nous ne pouvons pas non plus compter sur l'Europe, même s'il y a eu cette démarche commune avec Mme Merkel et M. Hollande. Les interventions sont justifiées, sinon alors le terrorisme va gagner partout, sinon au Mali et en Centrafrique. La France est seule. Elle représente même l'armée européenne, dit Juncker. Oui, Juncker est partisan de créer une armée, mais ça fait peur. Mais au moins, des complémentaires des armées européennes. Bien sûr qu'il faut faire ça. Sinon, on va appeler, d'ailleurs, comme d'habitude, on dit du mal des Américains, puis on les appelle quand nous allons pas bien. Et donc, là, l'Américain, très clair, est venu à Bruxelles, M. Obama, et il a dit l'Ukraine, c'est une affaire européenne, ne comptez pas sur moi. Mais là, très précisément, en Afrique, je déplore qu'il n'y ait pas d'investissement français suffisant
je déplore qu'il n'y ait pas une fraternité, une camaraderie, une vraie amitié comme il y en avait avant. Je pense qu'on procède par petits coups. Je ne parle pas des interventions. Les interventions, je les approuve, les interventions militaires. Mais je crois que nous perdons terriblement d'influence en Afrique, remplacée par tous les pays. Évidemment, pas seulement les Chinois, mais beaucoup aussi. Peut-être un mot, puisque vous l'avez cité, parmi ces dossiers internationaux, l'Ukraine, Poutine. Il faut avoir peur de Poutine, il faut lui tenir tête, ou au contraire, certains disent on l'a humilié, il faut au contraire lui parler. Qu'est-ce qu'il faut faire avec... Vous en avez peur de sa politique en Ukraine? Il faut en avoir peur? Je ferais bien le fanfaron en vous disant que j'ai peur de rien. Non, j'ai pas peur. Non, j'ai pas peur. Bon. Mais il fait peur. Il fait peur, oui. Bien sûr. Bien sûr. Mais attendez, là aussi, nous amorçons un gros morceau. L'Ukraine, c'est pas simple non plus. Et puis, l'Ukraine a traîné des images dont je me souviens encore. Mais il n'empêche que, dans un territoire très particulier, envahi 25 fois au cours des siècles, etc., et par le nord, et par le sud, et par les Turcs et tout ça, il voulait se créer un pays qui a déjà été délimité par les Russes, parce que c'est à la fois Gorbatchev et Yeltsin qui ont dit qu'il y avait une Ukraine indépendante. Ils s'y sont pris de cette façon, et à un moment donné, ce printemps-là a mis... alors que la population majoritairement se tournait vers l'Europe, choisissant la vie démocratique européenne plutôt que la vie particulière de la Russie, ils étaient proches de nous. Ce sont des gens qui sont, même certains, morts pour l'Europe. Alors je pense qu'il faut les aider, eux. Et puis les procédés, même si nous sommes très mal pris pour la Crimée, en effet, et le port de Sébastopol, oui, c'était russe, et puis il y avait la flotte. Mais le reste, non. Pour vous, vous faites une croix sur la Crimée, là. C'est fait. Elle est faite. C'est plié, entre guillemets. Non, mais il faut... si vous pensez qu'on va reprendre la Crimée, alors là, il faut vraiment qu'on mette les Américains dans le coup. Or, ils n'iront pas. Mais c'est quand même un précédent assez fort. Mais c'est pas un précédent, c'était une erreur. C'est pas un précédent. C'était une erreur de détacher, comme ils l'ont fait, vous voyez, Staline faisait des ronds autour des nationalités, et puis après, il fallait qu'elles se battent. Alors, il y avait les Aziris, il y avait les Arméniens, etc. Là, franchement... Nous avons déjà fait des batailles d'Orient pour la Crimée et pour Sébastopol. On ne va pas recommencer maintenant. Donc ils ont une flotte dans la mer Noire, ils ont un port dans la mer Noire, les Russes. Il fallait négocier avec eux au moment de la Crimée. Nous ne l'avons pas fait. Négocier de façon positive en disant on ne va pas se battre, quelles sont les conditions? Et d'ailleurs, les Ukrainiens l'avaient fait puisqu'ils avaient, je crois, le port, la jouissance du port jusqu'en 2020. Bernard Kouchner, vous allez encore nous dire qu'on passe rapidement d'un sujet à l'autre. Excusez-moi, excusez-nous, il y a beaucoup de choses dans l'actualité. On aurait pu parler d'Hillary Clinton ou d'autres sujets. Parlons d'Hillary Clinton, je l'aime. On aura bien le temps. Il nous reste quelques minutes. Vie politique française. Vous avez été ministre de gauche, ministre sous Sarkozy, exclu du Parti socialiste. Pour ça, comment est-ce que vous voyez la recomposition au Parti socialiste? Vous dites Hollande s'en sort bien, vous dites Sarkozy peut être une chance. Qu'est-ce que vous nous dites sur la vie politique française? Qu'on a toujours tort d'avoir raison trop tôt. Moi, j'ai accepté la proposition de Nicolas Sarkozy parce que je pensais très, très, très nécessaire qu'il y ait une union nationale. Ouais. Nous approchions des bords difficiles. Nous approchions des tempêtes rudes à supporter. Je le savais, j'avais fait un livre pour ça, j'avais beaucoup voyagé, et je savais que nous n'étions plus le nombril du monde. Donc je pense que pour faire face non seulement aux crises économiques, mais par exemple à ce que nous disons sur l'Ukraine, ou aux dangers qui existent à propos du Daesh, il faut temporairement, je ne veux pas une union nationale. Bon. Et je pensais qu'avec la proposition de Nicolas Sarkozy, il y avait 6 socialistes, c'était pas si mal que ça, je pensais qu'on y réussirait. De ce point de vue, nous nous sommes trompés. Mais il faut recommencer. Seule l'union nationale peut garantir que nous tenions notre place et que nous fassions les réformes nécessaires en France. La fin du clivage gauche-droite, est-ce que ça n'est pas la montée du Front National en prime? Oui, peut-être. Mais de toute façon, vous l'avez, la montée du Front National. Et encore avec 3 points de plus avec l'affaire familiale qui se déroule. Sauf que la gauche essaye de réagir, de refonder un parti socialiste. Oui, mais le parti socialiste... Écoutez, il y a des différences à l'intérieur du parti socialiste qui ne sont pas ressoudables. Ce sont des différences politiques lourdes. Et je pense qu'il y a au centre droit, au centre gauche, et très largement autour de ça, de quoi pas pour toujours faire
une politique sur certaines réformes très précises qui sont nécessaires pour notre pays, parce que sinon nous ne nous redresserons pas. On va creuser la dette, malgré les efforts du gouvernement actuel, malgré les efforts de François Hollande, malgré les efforts de Manuel Valls, malgré tout ça. Il faut absolument être un peu plus moderne. Qu'est-ce que c'est de cette séparation entre les gens qui pensent la même chose? La loi Macron, c'était un exemple formidable. Les gens qui étaient pour ont voté contre, les gens qui étaient contre ont voté pour. Voilà, et bien sur cette forte conclusion, Bernard Kouchner, merci d'avoir été avec nous, d'avoir passé en revue les dossiers d'actualité internationale. Ils sont complexes, vous l'avez dit vous-même. Et pour ce mot, j'ai eu raison trop tôt, dites-vous, et vous appelez sur certains dossiers à une union nationale. Merci d'avoir été avec nous. Et nous nous retrouverons avec une autre personnalité sur ce plateau dans tout juste une semaine sur RFI TV5 et avec Le Monde. Excellente suite des programmes. Merci.